sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode qui va être plutôt le format séminaire, puisqu'on va pouvoir creuser une réflexion d'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire tac, roulement de tambour, mais tu as déjà vu dans le titre, position du sauveur. Aujourd'hui, je te propose que on regarde cette position du sauveur par la question de la dialectique, en tout cas par ce référentiel-là. J'ai déjà parlé des milliards de fois, rien que ça, de la position du sauveur, d'accord ? Donc, je t'ai mis dans la description le lien vers une playlist qui regroupe les épisodes de podcast qui sont en lien avec la position du sauveur, parce que j'ai fait plein d'épisodes sur différentes facettes, on va dire, sur le sauveur, sur ses bénéfices secondaires, sur le lien avec l'argent, sur le sauveur en tant qu'accompagnant, sur le sauveur qui peut pas se sauver lui-même, etc. Enfin bref, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, puis d'analyse transactionnelle, donc je te mets les liens vers les playlists en description. Comme ça, si tu veux creuser ou si tu veux reprendre un peu des concepts de base et tout, tu peux le faire. Parce que là, on va être plus technique, entre guillemets, donc je vais pas du tout revenir sur c'est quoi la position du sauveur, c'est quoi le triangle de Karpman, c'est quoi les bénéfices de la position du sauveur, machin, d'accord. Donc, si tout ça n'est pas super clair, description, playlist. Moi, pour aujourd'hui, ce que je voudrais, c'était, donc là, en ce moment, je suis vraiment en recherche, si on peut dire ça comme ça, d'essayer de relier tout un tas de concepts d'accompagnement que j'ai appris au fur et à mesure de mes années de pratique, de formation puis de pratique plutôt, tiens ça comme ça, que ce soit à la fac de psycho, que ce soit dans ma formation de thérapeute de couple, même d'ailleurs dans mes formations de yoga, de yoga thérapie, de micronutrition, enfin bref, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai fait 45 milliards de formations. Et donc et puis des formations autodidactes, quoi, si tu peux dire ça comme ça, de l'auto-formation, et d'essayer de replacer ça dans cette épistémologie qui est pas une épistémologie à elle seule, mais enfin bref, dans cette grille de lecture qui est la dialectique, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et il me semble que le travail de Karpman, en tout cas son triangle dramatique et puis son triangle compassionnel, parce que le pauvre, à chaque fois, il a pondu deux concepts et, peut-être pas que deux, mais je veux dire, il a pondu deux triangles et, on s'occupe toujours que du triangle dramatique parce que c'est le plus connu. Bref, il me semble que il est très compatible avec une lecture dialectique. Parce que autant le triangle de Karpman, de manière anhistorique, c'est-à-dire, j'en ai déjà parlé 45 000 fois, je vous ai envoyé des schémas en newsletter et tout, mais, c'est-à-dire, sans le temps qui passe, sans la frise chronologique, c'est pas trop mon truc. Okay. C'est-à-dire avoir une lecture de Karpman de manière protocolaire, étiquette, diagnostic entre guillemets, ça m'intéresse pas des masses. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas vraiment compatible avec les référentiels de systémie. C'est-à-dire que en systémie, par définition, on considère que un comportement ou quelque chose qui se manifeste, c'est un symptôme, au sens c'est une émanation de la dynamique relationnelle. Donc ça existe parce que le système trouve dans ce symptôme une manière de régler un problème ou de le réguler ou de maintenir son existence, tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça que j'insiste souvent dans les lives ou en formation ou quoi que ce soit, dans le truc de vous n'êtes pas sauveur, victime ou persécuteur. Dans le sens, c'est pas une personnalité. C'est pas encore moins un diagnostic, d'accord ? C'est vous avez une stratégie comportementale préférentielle de ce que Karpman appelle sauveur
ou victimaire ou persécuteur. Moi, vous savez, je dis victimaire pour qu'on n'ait pas de confusion avec être victime au sens légal de la chose, mais bien sûr, il dit victime, mais bon. Donc, tout ça pour dire que une lecture figée de Karpman ou de n'importe quoi d'autre, non seulement ne m'intéresse pas, deuxièmement, je ne trouve pas ça efficace et conséquent, troisièmement, c'est pas très logique, il me semble, dans un référentiel systémique. Je veux pas vexer d'éventuels confrères ou consoeurs, mais il me semble que ça n'a pas vraiment de sens dans un référentiel systémique, puisque par définition, le système est en mouvement, donc évidemment, le penser de manière anhistorique n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut penser la frise chronologique et voir comment ce système y bouge en fonction du temps. Comment il s'adapte, comment il résiste, comment il morphostase ou il morphogénèse, etc. Des concepts que vous verrez dans la formation de niveau 2, pour celles et ceux qui viendront chez moi en formation de niveau 2, qui est plus technique en termes de systémie. Prochaine édition 2027, parce que 2026, il y a plus de place. Bon, bref, que je récupère mon cerveau. Par contre, il me semble que ce triangle de Karpman, en tout cas la proposition que Stephen Karpman fait, mise dans un contexte dialectique historique, là je trouve que ça a vraiment de la gueule quand même, cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que la notion du temps qui passe va nous permettre de comprendre beaucoup plus de choses dans la dynamique relationnelle. Après, l'analyse transactionnelle, c'est un outil, on est d'accord, c'est pas une épistémologie, c'est pas un référentiel, c'est un outil. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais, là, je trouve ça intéressant, parce que, je prends un exemple concret, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu regardes un couple, je prends souvent l'exemple du couple parce que c'est un de mes sujets que je connais le mieux, mais tu regardes un couple. Moi, dans les couples que j'ai accompagnés, si tu les regardes, si t'as une photo de ce couple, à l'instant T, dans une séance, même 2-3, tu peux dire partenaire 1, c'est le sauveur, et partenaire 2, c'est la victime. Sauf que ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'en fait, selon l'évolution, ça c'est une pensée anhistorique. C'est pas mon épistémologie. Vous vous rappelez ? Mon épistémologie, elle est historique pour le coup. Matérialisme historique dialectique. Donc, le temps qui passe nous dit beaucoup sur comment est-ce que ça s'est mis en place, cette dynamique sauveur-victime, qui n'est jamais une dynamique sauveur-victime, c'est-à-dire 100% sauveur et 100% du temps victime. Ça n'existe pas. Chez Karpman non plus. Il y a des switches sur le triangle, d'accord ? Donc quand il y a un conflit, il y a une interaction, il y a une dispute, il y a je sais pas quoi, de toute façon, vous n'avez pas partenaire 1 qui joue 100% en sauveur pendant que l'autre joue 100% en victime. C'est extrêmement rare des cas comme ça. Déjà, pour que ça se passe, il faudrait qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose côté persécuteur, déjà, pour stabiliser l'interaction. Et malgré tout, c'est assez rare, parce que souvent, il va y avoir ce que Karpman appelle des switches, c'est-à-dire qu'on se déplace sur le triangle, le sauveur, pour te donner un exemple très concret, par moment, va dire « Ouais, de toute façon, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout ici. » C'est lui qui est passé en victime quand il fait ça. Et donc, celui qui était en position victimaire, il a été envoyé au persécuteur. Ou il va passer en sauveur en disant « Oui, c'est vrai, je suis désolée, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le truc, machin, bon, ok ?» Donc, évidemment, déjà, Karpman lui-même a une vision historique, si je pourrais dire ça comme ça, dans le sens qu'il pense les switches et compagnie. Mais revenons à ma réflexion. Donc, tu vois bien que mon couple fictif, là, déjà, ça marche pas. Parce que ça nous permet pas de comprendre comment ils en sont arrivés là, petit 1. Et petit 2, ça ne nous détaille même pas vraiment à quoi ressemble un conflit. Qui switch dans quelle position, ça ne nous dit rien de ça. Et puis surtout, ça nous dit rien de l'évolution future, surtout. Et puis, ça te dit pas non plus quels étaient les rôles antérieurs, les rôles préférentiels antérieurs, puisqu'on joue toujours tous les rôles, quels étaient les rôles préférentiels antérieurs et quels seront les rôles préférentiels postérieurs. C'est-à-dire que celui qui est persécuteur aujourd'hui dans la relation, qui peut être du coup très bêtement, rapidement, vu comme le méchant. Et l'autre partenaire, il est plutôt en position victimaire, donc il est vu comme le gentil. Ou même il est en sauveur, admettons, tu vois. Mais il existe plein de cas où ça se passe comme ça, parce que partenaire 1, c'est sa position préférentielle d'être persécuteur. C'est vrai.
Et il existe aussi plein de cas où ce n'est pas sa position préférentielle d'être en persécuteur, mais elle est consécutive au fait que sa position préférentielle a échoué dans la dynamique relationnelle et donc il a tenté une nouvelle stratégie, qui est des fois pas si différente que l'ancienne, parce que si son ancienne stratégie c'était le sauveur, je rappelle que c'est pas si différent. Bon, maintenant que j'ai posé tout ça, tu vas me dire, ok, où est-ce que tu veux aller avec ton affaire? Eh bien mon affaire, c'est que la dialectique, elle nous permet de penser le mouvement. Et ça, je vous en ai parlé, vous pouvez le retrouver, je vous le mettrai dans la description, dans un épisode que je suis sorti il y a pas très longuement, qui était un cas d'étude systémique pour le coup, sur un couple qui était, il m'écoute pas, mon mari, mon conjoint ne m'écoute pas, d'accord? Donc j'avais fait toute une étude de cas là-dessus, et je vous ai dit à la fin de cette étude de cas, si vous ne pensez pas telle chose que vous verrez dans l'épisode, vous allez figer le réel. Sauf que quand on a une lecture figée, encore plus quand on accompagne de la systémique, c'est-à-dire si vous accompagnez des couples, si vous accompagnez des familles, si vous accompagnez des couples d'associés, bref, si vous accompagnez des systèmes, et bien sûr si vous accompagnez des individus, mais avec une vision systémique, si vous figez le réel, vous n'allez rien comprendre d'intéressant. Vous allez décrire le réel. C'est bien, hein, c'est mieux que rien. Mais bon, voilà, vous allez être capable de faire une lecture phénoménologique de la situation. C'est-à-dire, vous allez être capable de faire une lecture des phénomènes qui se produisent dans ce couple, cette famille ou chez cet individu. Bon, c'est mieux que rien, mais ça n'explique rien. Ça décrit, mais ça n'explique rien. Pour expliquer les liens, les mouvements, les résistances, etc., il nous faut une lecture historique. C'est-à-dire, il faut remettre le temps qui passe pour voir qui bouge, comment, qui réagit quand telle personne a bougé, comment est-ce qu'il a réagi, etc. Avec cette lecture dialectique, on va pouvoir se dire, cette frise du temps, elle nous permet de dire conservation de la contradiction, réaction, progression. Je traduis. Quand il y a contradiction, puisque moi j'ai une épistémologie, je vous le rappelle, matérialiste, dialectique, historique. Dans mon épistémologie, ce qui est moteur de la transformation, c'est la contradiction. C'est pour ça que je vous casse les pieds avec vos épistémologies, notamment un peu dans le niveau 0 et puis beaucoup dans le niveau 1. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est la base pour réfléchir un sujet. Vous pouvez pas réfléchir un sujet là d'accompagnement, mais ça marche bien sûr pour d'autres sujets, hein, si vous savez même pas quel est le référentiel à partir duquel vous concevez la connaissance. D'accord ? Métaphoriquement, moi je dis tout le temps aux élèves du niveau 1, votre accompagnement c'est une maison. Et la première chose, avant le terrassement, avant d'avoir des fondations solides, avant toute chose, c'est d'avoir une adresse postale. L'adresse postale dans ma métaphore, c'est l'épistémologie, c'est t'habites où? C'est quoi ton référentiel philosophique? C'est quoi le référentiel à partir duquel tu considères que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux? Alors pour vous les pros de l'accompagnement qui m'écoutez, votre épistémologie, elle doit vous donner une réponse, pas 45 réponses, parce que sinon vous allez plus savoir à quoi vous référez. Sur c'est quoi l'humain, c'est quoi accompagner, c'est quoi soigner, c'est quoi changer, c'est quoi la transformation. Vous voyez, ça c'est les questions, mais de base d'un pro de l'accompagnement. Votre travail est toujours d'une manière ou d'une autre la transformation. A priori, quand vos bénéficiaires ils viennent vous voir, c'est qu'ils veulent changer quelque chose, d'accord? Donc, que ce soit leur couple, leur famille, leur santé, leur bien-être, leur entreprise, leur stratégie, que sais-je, la plupart du temps, s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils veulent changer quelque chose. Donc, le changement, la transformation, ça doit être des concepts auxquels vous devez donner une réponse du tac au tac. Vous devez savoir, je digresse, mais c'est important pour la suite, vous devez pouvoir me répondre là, tout de suite, en tant que pro de l'accompagnement, j'ai une épistémologie, blablabla, et dans cette épistémologie, on pense que la transformation, c'est blablabla. Pardon, pour moi, c'est quand même le minimum à faire quand on est pro de l'accompagnement. Ça se fait pas en claquant des doigts, bien sûr, parce que ça prend du temps, de pratique, de lecture, de changement d'avis aussi, de s'en référer à des épistémologies, puis de changer d'avis, etc. Bien sûr, ça prend du temps. Par contre, quand vous êtes des pros de l'accompagnement et que vous n'êtes pas capable d'expliquer ce qu'est le changement ou la transformation, ça me paraît enquiquinant quand même. Bon. Parenthèse, si ce que je suis en train de te dire, tu te dis, ah oui, merde, putain, c'est quand même pas con ce qu'elle dit, la dame, mais moi, j'en sais rien. Formation de niveau 1. Je te mets les liens dans la description. C'est ma fameuse formation posture. Je pense que beaucoup ici la connaissent. Depuis le temps que j'en parle, la formation à la posture d'accompagnante, qui a totalement changé d'ailleurs, mini digression, de 30 secondes. Totalement changé. J'ai enlevé les journées entières en live
d'accord? Pour que vous ayez tout le contenu pédagogique, et on se voit bien sûr quand même en live, mais pour les sessions, pour les permanences, questions-réponses, etc. Du coup, c'est moins cher, et puis surtout, c'est moins énergivore, et c'est moins chronophage. Je te mets les liens dans la description si tu veux aller voir tout ça. Bon, alors revenons à mon affaire. Moi, dans mon épistémologie, la transformation, c'est la contradiction. C'est-à-dire, c'est la contradiction qui met en mouvement. C'est quand tu es pris dans une contradiction. Alors, des contradictions, t'en as tout le temps, tous les jours, toute ta vie, hein. Je veux, mais ça se fait pas. J'ai pas envie, mais je suis obligée. Voilà, c'est ça une contradiction. Bon, il y en a des plus massifs que ça, mais je veux dire, voilà, une contradiction du quotidien. Ma collègue m'emmerde. J'ai envie de l'envoyer chier, mais c'est pas gentil. Donc je le fais pas. Voilà, ça c'est une contradiction. Qu'est-ce que je peux te faire comme contradiction? J'adore mon mec, mon mari, mon conjoint, je sais pas quoi, mais il en branle pas une à la maison. Il me rend ouf. Contradiction. Ah, bon, je pourrais en faire plein. Ok. À partir de cette contradiction, quand l'individu va se retrouver face à une contradiction, il y a donc une tension, face à laquelle notre ami Hegel, il nous dit, je peux avoir une position de conservation. Je vais chercher à conserver la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Une position de réaction, c'est-à-dire littéralement revenir à la situation d'avant la contradiction, ou la position progressiste, c'est-à-dire je cherche à dépasser. Okay, c'est l'endroit du dépassement, il dirait Hegel. Donc, bon, Hegel, il dit négation, conservation, dépassement. Ça dépend des traductions de l'allemand en plus. On va pas chipoter l'horreur et se focus. Tout ça pour dire que quel est le lien avec le sauveur? En fait, ma réflexion, comme je te disais en ce moment, j'essaie de faire des liens avec plein de concepts que j'ai déjà et la question dialectique, c'était de dire, est-ce que en fait, ce que Cartman a trouvé, ce ne sont pas trois manières, sauveur, persécuteur, victime, trois manières, trois archétypes de la conservation relationnelle. On est dans le cadre relationnel, bien sûr. Hein. C'est mon postulat. Je pense qu'en fait, les trois positions de Cartman peuvent être autre chose, mais sont souvent une position qui est conservatrice de la contradiction et qui donc empêche le changement et empêche la transformation. Je vous propose aujourd'hui, après un très très long préambule, mais où j'ai dit plein de choses, je crois, un peu utiles, de regarder spécifiquement la position du sauveur et en quoi cette position du sauveur, elle empêche la transformation. Et que si toi, tu joues préférentiellement, vous vous rappelez, on dit jouer parce que jeu psychologique, hein, tu joues préférentiellement dans une position de sauveur avec dans ton couple, dans ta famille, avec tes amis, avec tes bénéficiaires, que sais-je, tu vas avoir tendance à empêcher le changement et la transformation que probablement tu appelles de tes vœux. C'est que probablement les positions de sauveur, généralement quand ils viennent nous voir, en tout cas moi j'ai l'habitude de les recevoir depuis des années, que ce soit en formation ou que ce soit en accompagnement individuel, ils viennent toujours pour ça. Ils viennent toujours parce qu'ils sont épuisés, c'est une position d'épuisement, hein. Ils sont épuisés, ils en ont ras-le-bol, tout dépend d'eux, ils sont bloqués. Parce qu'il y a un moment donné où le sauveur, et il contribue à sa situation, hein, de manière souvent involontaire, mais il le fait quand même, le système devient après complètement dépendant de lui. Et donc il y a un moment où en fait il est complètement bloqué, parce qu'il dit en fait je suis épuisé, j'en peux plus, mais je peux pas ne pas le faire. Parce que si je le fais pas, je suis sûre que tous les sauveurs, là, vous venez de terminer la phrase dans votre tête, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Personne ne le fait. Et donc, il est bloqué. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui change, il n'y a rien qui se transforme, et il me dit, ou elle me dit en séance, j'aimerais tellement que ça change. Oui. Le problème, c'est que tu empêches le changement par ta position de sauveur. Et je t'explique le pourquoi du comment. Alors souvent, cette position de sauveur, on la voit uniquement, entre guillemets, comme le gentil de l'affaire, du triangle de Cartman, ça j'en ai déjà parlé, la position qui est dans l'excès d'aide, l'excès de générosité, qui fait tout, trop, tout le temps, sans qu'on lui ait demandé. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai, ce qui est vraiment la définition de base, on va dire, de la position du sauveur. Il est obsédé à se rendre, bon, t'as compris, indispensable aux autres, puisqu'il a appris très tôt à confondre être reconnu et être aimé. Donc il se rend indispensable. Et évidemment, ça l'épuise. Ok, tout ça est vrai, tout ça est tout à fait vrai,
C'est pas faux, mais c'est pas complet, parce que ça ne dit pas tout de la position du sauveur. Alors encore une fois, j'ai parlé de plein d'autres aspects de la position du sauveur, je te rappelle, je te mets la playlist en description. L'énorme enjeu de la position du sauveur, comparé aux deux autres, c'est que elles ont chacune leur spécificité, bien sûr. La spécificité, la difficulté à sortir de cette position plutôt que d'une autre, c'est que le gain social, évidemment, il est énorme. Évidemment, il est énorme, parce que le sauveur, il est toujours vu comme le gentil de l'affaire, comme celui qui est gentil, altruiste, généreux, disponible. Voilà, donc c'est vrai que des fois il est chiant, c'est vrai que des fois il est envahissant, mais bon, il est de bonne volonté, tu le connais, il est comme ça, elle est comme ça. C'est vrai que elle est un peu intense, il est un peu envahissant, mais bon, il veut bien faire. Elle est toujours là pour aider. Voilà, ce genre d'ambiance-là. Mais ça, c'est un énorme problème. Déjà parce que ça rend d'autant plus difficile de quitter cette position qui est évidemment un gain social important. Et aussi parce qu'en fait, ça masque toute une réalité de la position du sauveur qui, je le rappelle, est une position ascendante sur le triangle de Karpman, comme le persécuteur. Hein. C'est une position qui devient souvent franchement moralisatrice. Vous pouvez avoir des positions de sauveur qui sont tout à fait condescendantes, supérieures, moralisatrices, qui pensent tout bien faire, qui vont tout expliquer tout le temps. Vous voyez la position de mansplaining, hein, c'est une position de sauveur, hein, littéralement. Hein. Tu lui as rien demandé, mais il vient t'expliquer pour te rendre service. C'est une position de sauveur, hein. Vous faites pas avoir, hein. Parce que des fois, je le sais, en formation, j'ai l'habitude, des fois j'ai plein d'élèves quand je donne plein d'exemples, et quand on s'entraîne à comprendre qui invite qui, dès qu'il y a quelque chose de désagréable qui est dit, on me dit ah ben c'est le persécuteur. Non, pas du tout, hein. Le persécuteur, il faut pas écouter le ton des choses, hein. Vous voyez, la position victimaire, elle peut être désagréable, hein. La position victimaire, elle peut dire ah écoute, par pitié, laisse-moi tranquille, tu me saoules. Position victimaire. Sous-titre, ouin, je suis bloquée dans la situation, je ne peux rien y faire, je suis impuissante, s'il te plaît, par pitié, et pitié de moi, laisse-moi. Position victimaire. Et voilà, le coup du mansplaining, par exemple, typiquement position de sauveur. Typiquement. Je te donne des conseils, des avis, une vision des choses, je t'explique un truc que tu m'as pas demandé. Position de sauveur. C'était la petite parenthèse pour vous rappeler, parce que des fois, je vois cette confusion de ah c'est quelque chose qui est désagréable, c'est forcément le persécuteur. Non. Les sauveurs peuvent être extrêmement chiants. Hein, je le dis désolé, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Mais des fois, les sauveurs, ils sont super chiants. Voilà, ils sont envahissants, ils veulent tout faire à ta place, ils veulent tout expliquer, ils te donnent 25 milliards de conseils que t'as pas demandé. T'es en mode genre, laisse-moi en fait. Genre, tu bouffes mon espace vital, quoi. Donc voilà, ça reste une position ascendante. Ça peut être une position très moralisatrice, ça l'est pas tout le temps, mais ça peut. C'est une position, je le rappelle, tout le temps en formation pour les pros de l'accompagnement. Faites attention. Pour n'importe qui, faites attention à vous. Une personne mal intentionnée, dans une relation, elle attaque quasi systématiquement en sauveur. Quasi systématiquement. La personne toxique, comme on dit, dans la relation, elle commence par vouloir te sauver de ton travail de merde, te sauver de ton passé, de tes ex, de tes traumas, de ta famille, de tes potes, blablabla. Ce sont des positions de sauveur. Hein. Après, généralement, ça va glisser dans des alternances victimes-persécuteurs, mais très très souvent, ils attaquent en sauveur et ils peuvent y revenir sans problème. Le sauveur est aussi une position qui endette, hein, ça j'en ai parlé des milliards de fois, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, qui endette toutes les relations dans lesquelles il fout les pieds, et une fois que l'autre est bien endetté, il va lui reprocher d'être endetté alors que c'est lui qui a créé les causes et conditions que ça se passe comme ça, vous voyez, bref. Donc voilà, la position du sauveur, c'est pas juste aider trop sans qu'on l'ait demandé. Elle va impliquer aussi, et surtout, j'ai envie de dire, d'empêcher l'autonomie de l'autre. Et donc, par la même occasion, elle va empêcher la transformation. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce sauveur, il empêche vous avez compris, hein, je dis ce sauveur, ça n'a plus de langage, hein, c'est pour faire rapide, mais la position de prédilection de sauveur, voilà, mais bon. Il empêche la contradiction. Je vous ai dit tout à l'heure, dans une lecture dialectique, le truc central, fondamental à avoir en tête, c'est que c'est la contradiction qui produit de la transformation. C'est parce que je suis dans une situation, je suis pris en contradiction entre deux émotions, entre deux faits, entre deux affects, entre
un fait et un affect, etc., que je me dis, il faut que je bouge, il faut que je me déplace, il faut que je sorte de là, parce que là, je suis pris en tenaille entre deux trucs contradictoires, pas confortable du tout, et donc je vais me mettre à bouger, je vais essayer de faire quelque chose. Bon. Le système, il évolue quand une tension apparaît, quand cette contradiction, elle émerge. Sans contradiction, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mouvement. Sans contradiction, il n'y a pas de mouvement. Sans tension, il n'y a pas de transformation. Et qu'est-ce qu'il fait notre ami le sauveur? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il intervient avant que la contradiction produise le moindre effet. Okay, je vais te donner des exemples que j'ai là sous le nez. Tu vas te reconnaître. Ou reconnaître quelqu'un autour de toi ou des bénéficiaires à toi. Tu aides ton collègue en difficulté avant même qu'il ait eu à poser ses limites. Il est jamais mis dans la contradiction. Et après tu vas dire j'en ai marre. Il pose jamais ses limites, il s'affirme pas, il peut pas. Tu es toujours en train de tout faire à sa place. Autre exemple, tu prends en charge toutes les tensions familiales avant qu'elles ne soient discutées. Donc jamais personne n'est dans la contradiction, jamais personne ne se confronte, jamais personne ne change. Tu anticipes les besoins avant qu'ils soient formulés, donc tu empêches l'autre d'être dans la situation de se mettre lui-même dans la contradiction. Tu vois? De dire, bah ouais en fait c'est vrai que je te demande d'en faire toujours plus, mais en fait je crois que j'ai surtout besoin de repos, j'ai surtout besoin qu'on en fasse moins. Ah, bah là il y a une contradiction. Ouais, mais ça l'autre il a jamais pu le dire. Si t'es toujours en amont en train de dire attends en fait je pense qu'il a besoin de ci, qu'il a besoin de ça, donc en fait je vais faire ci, je vais faire ci, puis faire ça, tu vois. Tu règles tous les problèmes avant qu'ils deviennent visibles. Bref, le sauveur il lisse les contradictions parce qu'il absorbe les tensions, parce qu'il neutralise le conflit. Évidemment ça sort pas de nulle part. Je suis pas en train de dire c'est ta faute. J'anticipe parce que les constructions du monde de base, position de sauveur, c'est je suis mauvaise, je suis méchante, je suis coupable. D'accord? Donc, les positions de sauveur parmi vous, avant que votre construction du monde ne filtre ce que je suis en train de dire par, et voilà, je le savais, c'est ma faute, j'ai pas fait ça bien. Je suis pas en train de dire ça. Vous l'avez appris. Vous voyez, par exemple, prendre en charge les tensions familiales avant qu'elles ne soient discutées, ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part que ce soit vous qui ayez ce rôle-là, d'accord? Donc je suis pas en train de dire c'est votre faute. Par contre, il faut voir les effets que ça produit maintenant, aujourd'hui, que vous êtes adulte. Je pense que si vous m'écoutez, vous êtes adulte. Normalement, il n'y a pas d'ado ici, encore moins d'enfants. Voilà, donc le sauveur ne supporte pas le conflit et donc il veut le neutraliser tout le temps. Le problème, c'est qu'en le neutralisant, il empêche la transformation. Et ça va lui retomber sur la tronche. Parce que la transformation, elle demande forcément contradiction, on se l'a dit juste avant, et donc elle demande, oui, de la frustration, oui, du conflit non violent, on se rappelle, de l'inconfort, de l'ajustement, de la patience, oui, c'est chiant, effectivement. Et donc du coup, comme ce sauveur, il évite tous les conflits, tous les désaccords, qu'il le fasse par suradaptation, c'est-à-dire c'est lui, il va se plier en 8 pour se contorsionner et pour absorber comme ça toutes les tensions, tous les conflits, machin, ou il peut le faire aussi par sa position ascendante, rappelez-vous. Quoi qu'il en soit, ce qu'il fait, c'est qu'il confisque à l'autre son autonomie. Et donc, il empêche l'autre de s'affirmer. Et c'est précisément le truc qui va finir par le rendre zinzin. Parce que la plupart du temps, il va finir par venir me voir en disant « Ouais, j'en ai marre, et voilà, et je m'occupe tout le temps de tout le monde, et personne prend ses responsabilités, et c'est moi qui m'occupe de tout, et moi je suis épuisée, moi ce que je voudrais en fait, c'est que mon mec, ma meuf, il m'exprime ses besoins, mais qu'il me dise ses limites. Il peut pas. Il ne peut pas. Tu ne laisses jamais la place à ce que ça arrive. Cette position de sauveur est aussi une position d'appropriation. Quand tu joues en sauveur, tu enfourches la relation, tu vois. Tu prends toute la responsabilité, t'apportes toutes les solutions, tu t'accapares l'espace. Et donc tu prends le pouvoir d'agir, en fait, à tout le monde. Sauf que l'autre en face, qui n'a plus de pouvoir d'agir, ou de moins en moins de pouvoir d'agir, en fait, progressivement, il perd sa capacité de décision, sa prise de responsabilité, son autonomie, son sentiment de compétence. Au bout d'un moment, il peut plus s'affirmer, quoi, tout simplement. Donc, plus tu vas faire pour quelqu'un qui t'a rien demandé, moins cette personne va faire quoi que ce soit. Mais pas nécessairement parce qu'elle est paresseuse, mais parce que c'est le système relationnel qui produit cette dynamique. Donc,
plus tu joues au sauveur, plus, je vous le dis à chaque fois en formation, ou quand je vous ai en accompagnement individuel, si vous êtes dans des positions de prédilection de sauveur, vous avez autour de vous, probablement, énormément de positions victimaires. Forcément. Le problème de ces positions victimaires, c'est qu'elles vous saoulent. Parce qu'au bout d'un moment, vous en avez marre de vous en occuper. Et c'est normal que vous en ayez marre de vous occuper. Parce que c'est chiant. Donc ça, c'est normal. Le problème, c'est que vous participez à ça. Je dis participer parce qu'évidemment, tout ça est co-construit, hein. On est d'accord, hein. Dans un jeu psychologique, quand vous êtes, je sais pas moi, dans le couple, par exemple, tu sais, souvent on dit 50-50. Non. C'est pas 50-50, hein. C'est 100%, 100%. Vous êtes tous les deux 100% responsables de votre position. Parce que l'autre a sa position victimaire, il serait peut-être content qu'il vous envoie bouler aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc lui aussi, bien sûr, en face, est responsable de cette position victimaire, autant que vous êtes responsable de la position du sauveur, hein, parce que, voilà, il pourrait vous dire aussi, je te remercie de vouloir m'aider, je vois que c'est de bonne volonté, hein, je te remercie de vouloir m'aider, mais si j'ai besoin de quelque chose, je vais te le demander. Je préfère le faire tout seul. Okay. Et que si vraiment vous insistez avec la position du sauveur, ah non mais je t'assure, je vais le faire, machin, je sais pas quoi, l'autre peut aussi dire, écoute, moi, cette relation, ça va pas me convenir, en fait. Moi, j'ai pas envie de me faire priver de mon autonomie. J'ai pas envie qu'on fasse tout à ma place. Tu sais, je suis pas un enfant, je suis pas une enfant. Ça me convient pas. Donc, est-ce que tu serais OK pour qu'on puisse rediscuter de tout ça et trouver notre organisation? Parce que moi, ça va pas le faire. Voilà. Position d'adulte. Personne n'a crié sur personne. Par contre, là, l'autre, il t'a remis une limite en disant, arrête ça. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je n'ai pas envie d'être sauvé. Arrête, hein. Donc, et si tu n'arrêtes pas, bah, écoute, voilà. Moi, j'ai plus envie d'être dans ce lien, voilà. Donc, et voilà, c'est pour bien rappeler que l'autre aussi, bien sûr, est 100% responsable, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je vous provoque un petit peu les positions de sauveur, d'accord. Mais parce que, et je sais, je suis une ancienne sauveuse, hein, parce que je sais que dans la position du sauveur, on peut se complaire. Parce que, vous vous rappelez, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le gain social, il est tellement énorme qu'en fait, personne ne va venir vous dire que vous êtes insupportable. Les positions victimaires, qui passent leur vie à se plaindre. Mais en fait, il y a des gens au bout d'un moment qui leur disent, écoute, tu peux arrêter. Tu peux arrêter de te plaindre. Tu peux arrêter de râler. Tu peux arrêter de chouigner. Les persécuteurs, il y a des gens à un moment donné qui leur disent, tu te calmes en fait. Tu me parles pas comme ça. Tu te défoules pas sur moi. Non, ça va pas le faire. tu redescends. Les positions de sauveur, c'est beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare d'avoir une confrontation du social. C'est beaucoup plus rare. Parce que, on se l'a dit au début, c'est le gentil, celui qui veut aider, c'est l'altruisme, machin. Donc avoir des gens, comme je viens de le mimer, qui vous disent, écoute, je te remercie de vouloir m'aider, mais si j'ai besoin, je te demanderai, parce que là, vraiment, ça envahit mon espace. Moi, je me sens un peu confisquée dans mon autonomie, donc je te remercie, mais je vais le faire tout seul. Parce que là, c'est pénible pour moi. Ça arrive pas tous les 4 matins. D'accord. Donc du coup, peu de contradictions, là aussi. Hein. Donc on peut se complaire aussi, hein, dans cette position de sauveur. Et donc, de là, avec tout ce que j'ai raconté, vous allez observer un scénario que je suis sûre, il y en a beaucoup parmi vous que vous allez le reconnaître, ce scénario. Ça commence par étape 1, non mais je veux juste t'aider. Étape 2, laisse, je vais le faire moi-même. 3, étape 3, de toute façon c'est toujours moi qui fais tout. Étape 4, tu pourrais te bouger un petit peu, en fait, c'est bon, t'es pas à l'hôtel ici. Étape 5, je suis épuisée, personne ne m'aide jamais. Voilà, le sauveur est descendu en position victimaire. Classique shit. Vraiment, le sauveur, il produit de la dépendance en masse et après il va reprocher à l'autre d'être dépendant. C'est un piège relationnel. Hein. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas... Alors, il y a des personnes mal intentionnées qui vont mettre ça en place de manière... Attention, faut être clair, hein. Il y a des personnes mal intentionnées qui vont mettre ça en place de manière volontaire. Pour vous mettre dans cette situation-là. La plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. La plupart du temps, la position de sauveur, c'est pas une réflexion stratégique, machiavélique, de dire tiens, je vais faire ça comme ça, en fait, il va me mettre redevable, je sais pas quoi. La plupart du temps, c'est pas ça, c'est du pilote automatique, hein, vous l'avez appris quelque part. La plupart du temps en famille, la plupart du temps. Et donc du coup, en faisant tout ça, notre ami le sauveur là, eh bien du coup, il stabilise ce qui devrait être en mouvement, ce qui devrait bouger, ce qui devrait se transformer. Dans cette lecture, avec notre lecture systémique, on voit bien que le sauveur, il a tendance à stabiliser le système, parce que lecture dialectique, on voit bien qu'il est plutôt une position de la conservation la plupart du temps. Quand il y a tension dans le couple, tension dans l'équipe, conflit dans la famille, etc., lui, il a appris par cœur, en étant enfant. C'était même, pour beaucoup d'entre vous, une question de survie, hein, en étant enfant, hein, faut être clair, hein.
Quand je dis de survie, ça peut être de survie vraiment physique, mais ça peut être de survie psychologique. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas... vous faites pas un caprice, hein. Je veux dire, surtout quand c'est du pilote automatique, c'est que vous l'avez appris il y a longtemps. Et puis si ça s'est, comment dirais-je, fossilisé et cristallisé comme ça, c'est que vous avez eu à le faire pas qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous êtes surentraîné. Donc évidemment, la position de sauveur, c'est une position qui a appris par cœur à réguler, à apaiser, à organiser, à prendre en charge pour tout le monde, à anticiper pour tout le monde, à se suradapter, etc. Et ça marche, précisément. Sinon, il ne le ferait plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous avez un sauveur qui vous casse les pieds, là, ou que vous en accompagnez un, mais s'il continue à le faire, c'est parce que ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Ou si c'est vous. C'est pas pour rien que vous continuez à le faire. Je veux dire, les gens sont pas irrationnels. Vous voyez? Ça, c'est une question d'épistémologie aussi. Moi, j'ai une épistémologie qui considère que les gens font des choix rationnels. Que quand tu ne les comprends pas, c'est pas parce que le choix il est irrationnel, c'est que t'es pas dans les mêmes conditions matérielles. Parenthèse fermée. Parce que évidemment que ça marche à court terme en tout cas, parce que effectivement à court terme, il fait diminuer la tension, il fait augmenter la dépendance, il va absorber le conflit, il va empêcher que tout le monde se bouffe sur se mette sur la gueule, voire même il fait en sorte que ça fonctionne, genre littéralement. Vous voyez, si je parle de la question de l'organisation des foyers, on voit beaucoup de positions de sauveurs dans la gestion vraiment des foyers. Et là, c'est un très bon exemple, la gestion des foyers, parce qu'on voit très bien comment c'est co-construit. Parce qu'évidemment que s'il y en a un autre en position victimaire qui fout rien, vous voyez de quoi je parle? Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai oublié. Ah, tu m'avais dit, mais j'y ai pas pensé. Ah, mais je sais pas comment on fait. Ah, mais je suis pas sûre d'arriver. Évidemment qu'il pousse l'autre à s'occuper de tout. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire pour le sauveur, ça marche pour la victime, ça marche pour le persécuteur. Hein. Si je fais un petit zoom côté victimaire, il y a ça aussi. Hein. Les positions victimaires, vous passez votre temps à appeler des persécuteurs pour avoir une bonne raison d'appeler des sauveurs. Donc vous passez votre temps à vous foutre dans des situations de merde. Je dis les choses cash aujourd'hui. Vous passez votre temps à vous foutre dans des situations de merde pour avoir des choses à raconter pour que des sauveurs viennent vous sauver. D'accord ? Et une fois qu'ils vous ont sauvé, vous allez finir par dire « J'en ai marre, tu m'étouffes, t'es pas ma mère ». Eh ben, sois pas un enfant. Voilà, débrouille-toi. Mets-toi en adulte, ça peut régler beaucoup de problèmes. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, si j'en reviens à la position du sauveur, vous voyez très bien comment la position du sauveur, elle devient, je l'ai évoqué tout à l'heure, tout à fait indispensable, en fait, au système qui dysfonctionne. Et donc, d'une certaine manière, elle est indispensable au dysfonctionnement. Puisque, encore une fois, si il n'y avait pas eu d'intervention de sauveur, en fait, le système, ça fait un bon moment qu'il aurait dû se réorganiser, qu'il aurait dû redistribuer les responsabilités, ou qu'il aurait dû imploser aussi. C'est possible, mais il valait peut-être mieux que ça implose au début. Bref, parfois, c'est la position du sauveur qui empêche l'autre de changer. Et ce sauveur, il finit toujours par s'épuiser, nécessairement. C'est une position d'épuisement, voire de burn-out, hein, bien sûr. Parce que évidemment que porter toutes ces responsabilités, toutes ces émotions, machin, plus les responsabilités des autres, les émotions des autres, les problèmes des autres, les besoins supposés, je le rappelle, puisque le sauveur par définition les anticipe des autres, évidemment c'est intenable. Donc à un moment donné, la position de sauveur va basculer, donc soit il descend entre guillemets en position victimaire, je vous rappelle, le triangle de Karpman, il est toujours pareil, hein, persécuteur en haut à gauche, sauveur en haut à droite, victime en bas. Donc soit il va descendre entre guillemets en position victimaire, alors celui-là vous le connaissez, c'est le sauveur quand il finit par dire et voilà, et j'en ai marre, et c'est toujours moi qui fais tout, et si je le fais pas personne le fait, et si je m'en occupe pas y a rien qui se passe, et c'est toujours comme ça, et je suis une pauvre petite victime de l'existence, donc il descend en position victimaire, ou alors vous allez le voir slider entre guillemets, se déplacer en haut du triangle en position de persécuteur, c'est-à-dire bon vous savez quoi ? C'est bon, on m'a tous fait chier. Voilà. Donc puisque c'est comme ça, moi je me casse. De toute façon, les gens sont des égoïstes, les gens sont insupportables, on peut pas compter sur les gens. Remplacer les gens par mon associé, mon mari, ma femme, mon papa, ma maman, que sais-je. Et donc le problème, il est là en fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il a, ce sauveur, progressivement retiré à l'autre tous ses champs d'action. Parce qu'il est terrifié de revivre l'endettement qu'il a vécu enfant. On verra cette histoire-là en détail en formation, en niveau 1 plutôt. Et donc c'est pour ça, c'est parce qu'il est terrifié de vivre cet endettement qu'il a vécu enfant, que d'entrée de jeu, il va mettre l'autre dans la position d'être redevable. Donc il fait beaucoup sans qu'on lui ait demandé, et un jour, il va t'envoyer la facture, et il va te dire, tu connais, je suis sûre que vous l'avez déjà dans votre tête, il va te dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi,
tu pourrais payer la facture quand même. Ou la culpabilisation de l'engagement, hein. Tu t'étais engagé, t'as pas le droit de me laisser tomber. Ça, les sauveurs, c'est systématique, hein, ça vous rend ouf, ça, souvent. Quelqu'un qui vous laisse tomber, hein, quelqu'un qui décommande ou quoi que ce soit, ou qui s'était engagé à prendre la responsabilité de quelque chose et qui finalement ne le fait pas, ça, pour le sauveur, c'est son cauchemar, parce que c'est toute son enfance la plupart du temps. Il le sait. Si l'autre ne prend pas ses responsabilités, c'est moi qui vais devoir tout gérer. C'est ça le schéma qui fout la merde. Parce que du coup, vous allez faire culpabiliser l'autre. Ouais, t'es pas cool, on peut pas compter sur toi, tu t'étais engagé, tu me laisses tomber. Bah oui, en fait, l'autre, il a le droit de changer d'avis, il a le droit d'être fatigué, il a le droit d'être malade. En fait, le problème, il est pas là. Le problème, c'est que toi, t'as un logiciel qui dit, si l'autre, il le fait pas, c'est à moi de le faire. Pourquoi? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah, le truc, il est pas fait, puis c'est pas grave. Après, vous allez me dire, il y a des situations, bien sûr, où, et c'est précisément ce genre de situation qui fout la merde d'ailleurs, hein, c'est les moments où il faut que ce soit fait. Littéralement, tu vois. Je prends l'exemple le plus courant que j'ai en accompagnement individuel, c'est les enfants. Tu vois. Celui qui est en position victimaire, bon, souvent c'est monsieur, hein, qui est une position de la conservation aussi, hein, j'en ai parlé dans l'atelier de janvier sur relier les jeux psychologiques avec les rapports de pouvoir. C'est évidemment une position, enfin, elle peut être une position de pouvoir, paradoxalement, la position victimaire, parce qu'elle est une position de la conservation. Genre, ah, j'ai oublié, ah, j'ai pas vu, machin. Donc, évidemment, tu vois, le schéma classique. Monsieur est plutôt en position victimaire. Il a dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, machin. Et elle fait l'effort, parce qu'elle se dit, je dis elle, parce que souvent dans le couple hétéro, hein, qu'on a ce problème-là. Elle se dit, bon, allez, faut que je fasse un effort, je suis pas sa mère, ça fait 25 fois qu'il me dit que je suis relou et tout, je vais faire un effort, je lui fais confiance. Et monsieur s'avère être décevant. Et donc il lui envoie un message et il lui dit, ah, bah en fait j'ai oublié, en fait je vais pas pouvoir m'en occuper, machin. Et elle quille. Et c'est normal aussi, tu vois. Elle est en mode, je vais pas foutre de ma gueule. En fait, la seule fois où je me dis, bon allez vas-y, je lui fais confiance, bah il s'en occupe pas. Et là, il y a des situations où elle va pas pouvoir se dire, bah tu sais quoi, bah moi non plus. Parce qu'en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il faut pas vous en occuper. Sauf que bien sûr, il y a des situations où vous allez devoir vous en occuper. Parce que, bah en fait, j'ai pas cherché le gamin à l'école, bon bah à un moment donné, tu vas pas laisser ton petit de 3 ans et demi rentrer tout seul, a priori. Personne va te le ramener. Et puis, ou bien quelqu'un te le ramènerait, ça réglerait pas le problème. Hein, c'est toujours, bah, il a toujours pas pris ses responsabilités, quoi. Donc, évidemment, tu vas intervenir. Donc, bien sûr, il existe des situations où vous ne pouvez pas juste dire, bah, tu sais quoi, débrouille-toi, c'est pas mon problème. Ceci dit, petit 1, c'est ça qu'il faut répondre. Pas pour l'enfant. Mais, je veux dire, la majorité des situations, vous n'avez pas besoin de les sauver. Voilà. Parce qu'en fait, vous le savez au fond de vous, la majorité du temps, si vous sauvez la situation, c'est parce que vous voulez pas que la relation elle pète. C'est parce que vous voulez pas être abandonné. C'est parce que vous voulez pas passer pour le méchant. C'est parce que vous vous sentez coupable. Ou parce que vous savez que vous allez vous sentir coupable. Ça, c'est 95% des situations. Et c'est pour ça que vous prenez les responsabilités. Vous voulez pas être le méchant, parce que c'est votre construction du monde. Vous voulez pas être coupable, ou vous sentir coupable, ou vous vous sentez déjà coupable, parce que c'est votre construction du monde. Vous voulez pas être redevable de quoi que ce soit, parce que c'est insupportable pour les positions de sauveur. Vous voulez pas qu'on vous abandonne, puisque les positions, vous avez peur qu'on vous abandonne suite à ça, parce que les positions de sauveur sont très souvent construites sur des angoisses abandonniques. Okay. Ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de confondre la reconnaissance avec l'amour. Donc vous allez repartir dans votre truc, je prends les responsabilités, machin. Et surtout, soyez honnête avec vous-même, la plupart du temps, c'est parce que vous voulez pas que la relation elle pète. C'est ça, la plupart du temps, qui se passe. C'est que vous savez que si vous faites pas la variable d'ajustement, vous allez être dans une méga contradiction qui est « je ne peux pas compter sur le père de mes enfants », si je reprends cet exemple-là. Et là, vous voyez bien, c'est très compliqué comme situation, bien sûr, mais ça illustre tout ce que je vous ai expliqué. Cette situation illustre exactement comment le sauveur est pris au piège de sa propre toile, si je pourrais dire ça comme ça. Encore une fois, c'est co-construit, hein. Parce que l'autre bourricot en face, je veux dire, t'attends quoi pour t'occuper de tes gosses, tu vois. On est d'accord. Mais là, je fais mon focus sur le sauveur. C'est là que le sauveur se retrouve piégé, bloqué dans la dynamique relationnelle. Puisqu'effectivement, maintenant qu'il est très avancé
dans la situation. Là, on prend les enfants, mais ça pourrait marcher dans un couple d'associés, hein, je sais pas, ton associé qui vous avez un problème de comptabilité genre important, il s'en occupe pas, tu vois. Et donc du coup, en fait, t'es obligé de t'en occuper parce que sinon, vous allez vous prendre l'URSSAF sur la tronche. Donc en fait, tu vas t'en occuper. Tu vois, je peux prendre un autre exemple que le couple amoureux. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la contradiction, elle est là. C'est qu'en fait, si tu sauves pas la situation, tu vas bien te retrouver le nez dans le caca de la contradiction qui est qu'est-ce que je fous associé à un mari pareil? Qu'est-ce que je fous associé à un associé pareil? Pour reprendre mes deux exemples. Le problème, c'est que si t'as sauté en sauveur, seconde 1, la contradiction, tu l'as évité. Et donc c'est ce que je t'ai expliqué pendant je sais pas depuis combien de temps je parle, tu as évité la contradiction. Donc il n'y a plus de transformation suite à ça. Évidemment, parce que cette contradiction-là, elle est massive, quoi. Elle est massive et elle est effrayante. Parce qu'évidemment, ton petit copain de 22 ans, il peut faire très très mal au cœur, hein, faut pas minimiser, hein. Mais c'est pas tout à fait, la plupart du temps, en tout cas, les mêmes enjeux que quand c'est ton mari, il perd tes gosses et qu'il y a la baraque en jeu et compagnie, on est d'accord. On est d'accord. De la même manière, ton pote, ça peut faire très mal au cœur, mais c'est pas le même enjeu que quand c'est ton associé et qu'il y a la boîte et puis les salariés en jeu. Évidemment. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que la situation est simple. Pas du tout. C'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, d'ailleurs, dans ce genre de situation, parce que c'est pas des situations faciles. Par contre, je suis là pour vous faire souligner le fait que vous voyez bien, je pense, dans cet exemple-là, comment le sauveur, en fait, va confisquer la contradiction. Et du coup, il ne se passe plus rien. À part les reproches, la rancœur, les disputes, l'endettement, qui valide, hein, les positions victimaires, sauveurs, persécuteurs et compagnie, hein. C'est vraiment de cette question de l'endettement, elle est centrale, hein, chez les sauveurs, hein. Chez les autres aussi, mais vraiment dans les positions de sauveurs, parce qu'ils sont plutôt acteurs de l'endettement, en mettant l'autre dans la position d'être redevable, et c'est vraiment à la seconde, retenez ça, à la seconde où vous, ou vos bénéficiaires, mettez l'autre dans la position de vous être redevable de quoi que ce soit, c'est de là que démarrent toutes vos emmerdes. Je vous le dis, je vous le répète, pour l'avoir vécu, pour l'avoir accompagné pendant des années, continuer à le faire d'ailleurs, pour former sur ces sujets-là, pour le voir plein de fois autour de moi, à la seconde où vous mettez l'autre dans la situation d'être redevable, c'est-à-dire à la seconde où vous avez la sensation d'en avoir fait trop, à la seconde où vous avez la sensation, oui, cette petite sensation de rancœur un peu de, tiens, il pourrait quand même, elle, hein, en faire plus, pourrait me remercier, pourrait quand même, pourrait se rendre compte quand même tout ce que je fais. Ah, ça, là, stop, ça, c'est trop tard. C'est déjà endetté. Je vous le dis sincèrement, avec la plus grande bienveillance pour que vous puissiez éviter de vous foutre dans les mêmes histoires, dans les mêmes schémas, dans les mêmes relations et ou pour sortir vos bénéficiaires de là. À la seconde où ça, c'est en place, il y a déjà de l'endettement. Et ça, il faut s'en débarrasser tout de suite. À la seconde où vous mettez l'autre dans la position de vous être redevable, vous vous foutez dans la sauce. C'est la version censurée et la version polie. Voilà. Tout le monde est responsable de sa situation. Quand je dis de sa situation, sur le triangle de Karpman, d'accord? Persécuteur, victime, sauveur, hein. Encore une fois, je vous en mets pas plein la tronche à vous, hein. Les deux autres, c'est pareil, hein. Mais c'est que c'est souvent votre position de prédilection. Donc, je vous fais plutôt du contenu sur celui-ci, parce que c'est ce qui vous aide, mais vous regarderez dans les playlists que je vous ai données d'analyse transactionnelle, il y a aussi des trucs sur le persécuteur et la victime, hein, bien sûr. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez des podcasts plus développés sur les positions victimaires et persécuteurs. Bref, parenthèse fermée. Bon, de toute façon, j'étais venue à bout de ce que je voulais vous raconter. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. À la seconde où vous vous foutez dans cette situation, c'est trop tard. C'est pas encore trop tard, mais je veux dire, t'es déjà dans le mécanisme de l'endettement. Sors-toi de ce truc-là tout de suite, d'accord? Et si tu es actuellement dans la situation de démarrer une relation amoureuse, amicale, professionnelle, ce que tu veux, et que tu es déjà dans le truc de c'est moi qui fais tout, et je prends toutes les responsabilités, je peux pas compter sur l'autre, je sais pas quoi, alors là, tout de suite, hein, il faut mettre ça à plat tout de suite. Et si, double peine,
tu m'écoutes et tu te dis j'ai tout essayé, il y a rien qui fonctionne, alors soit tu m'appelles, on va voir, parce que j'ai un doute sur le fait que tout ait été essayé. Mais si vraiment tu as en face de toi, parce que ça arrive, si tu as en face de toi une position victimaire qui, de fait, ne veut pas bouger, ne veut pas prendre ses responsabilités, ne veut pas venir en adulte, c'est son bon droit légal et psychique. En quel cas, merci, bonsoir, on n'a rien à relationner ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon quoi. Je vais pas sauver la terre entière. Ah voilà, ça c'est super. Formidable. Si tu veux un petit coup de pouce pour sortir de cette fichue position du sauveur, je te mets le lien dans la description. J'ai créé un auto-coaching tout petit prix, 37 €. Tout petit prix, mais beaucoup d'informations. Vous me connaissez, hein, pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Donc voilà, si tu te reconnais dans cette dynamique et que tu veux pouvoir y travailler sur cette dynamique du sauveur avec petit investissement, petit budget, t'as l'auto-coaching dans la barre de description pour t'aider à identifier quand est-ce que tu bascules, pour clarifier ta juste place et apprendre concrètement à responsabiliser sans culpabiliser. Il y a des audios guidés, enfin tu verras sur la page de toute façon, il y a un cahier d'exercices bien sûr, voilà, pour sortir de cette position du sauveur. Je voulais voir aussi si je te parlais de l'atelier de couple ou s'il n'est pas déjà passé. La meuf a super bien préparé. J'avais bien préparé mon épisode. J'avais pas préparé cette partie-là. Oui, bah écoute. L'épisode, il sort mardi 28, 7h30 du matin. L'atelier, c'est mardi 28, 12h30. Donc si tu m'as écouté là vraiment à la sortie, tu peux toujours nous rattraper, t'inscrire jusqu'à 15-16h, ok? Alors si tu veux être là en live, évidemment, il faut que tu t'inscrives avant 12h30, hein, bien sûr, puisque le live c'est de 12h30 à 14h30 aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. Mais tu peux aussi t'inscrire pour avoir accès au replay. C'est un atelier à prix libre, donc tu peux venir à 0 € ou à 8 ou 18 ou 28, tu auras les options. Voilà, donc tu fais comme tu veux, je demande pas de justificatif, tu te débrouilles avec ta conscience. Donc c'est un atelier sur la relation de couple, la construire et l'accompagner. C'est le genre de sujet qu'on va avoir. C'est vraiment un atelier qui est focus sur les mensonges structurels dans le couple. Les mensonges structurels, les implicites, les conflits insolubles qui font mal démarrer le couple sur des mauvaises bases et qui font que ça va être compliqué, que ça se passe sans trop d'encombre ou que ça tourne au vinaigre, même carrément. Voilà, donc si tu veux venir avec nous en live, c'est à 12h30, le lien est aussi dans la description, bien sûr, c'est à prix libre. Et si tu veux avoir le replay, bah, tu peux aussi t'inscrire, comme ça tu recevras le replay dans l'après-midi, je vais l'envoyer vers 16-17h, je dirais, le temps que ça charge, etc. Donc voilà, jusqu'à 15-16h, t'as encore le temps de t'inscrire jusqu'à 15h, on va dire, pour être sûr. Voilà, pour être large. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cet épisode de jusqu'au bout et je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.